Aujourd'hui, nous allons explorer une méthode fascinante pour améliorer l'efficacité de nos prompts, le modèle des arbres de pensée. Ce concept, qui peut paraître obscur au premier abord, est en réalité un outil ultra puissant et finalement plutôt intuitif, qui va nous permettre de structurer nos idées et donc de créer des prompts beaucoup plus efficaces. Je vais commencer par définir ce qu'est un arbre de pensée. Imaginez un arbre avec ses branches qui se ramifient. Chaque branche représente une idée ou un concept, et les ramifications sont les sous-idées qui en découlent. Cette structure va me permettre de visualiser comment mes idées peuvent s'organiser et se développer. Mais pourquoi utiliser cette méthode va me permettre de créer des prompts plus efficaces ? Eh bien, lorsque nous travaillons avec l'intelligence artificielle ou que nous créons du contenu, la clarté et la structure de nos prompts sont cruciales. Les arbres de pensée nous aident à organiser nos idées de manière logique et cohérente, ce qui se traduit par des prompts plus précis et donc plus productifs. Prenons un exemple concret. Supposons que nous voulions créer du contenu pour parler de la révolution industrielle. Pour commencer, je vais identifier le sujet principal, la révolution industrielle. C'est le tronc de mon arbre. Je vais démarrer le processus avec une première phase d'idéation dans le style brainstorming. Je veux générer le plus d'idées que possible sans les juger. Je n'écarte rien, je ne juge pas la pertinence de mes idées non plus. Cela va m'aider à définir les branches principales pour identifier les aspects majeurs de mon sujet. Pour continuer, je vais demander à mon IA de me proposer plusieurs branches principales possibles et je vais retenir l'axe des innovations technologiques, les changements économiques, les impacts sociaux pour terminer avec les conséquences environnementales. Une fois que les idées ont explosé, je vais commencer à faire le tri, juger la pertinence de chacune avec la deuxième phase du modèle, l'évaluation. Il faut bien maîtriser son sujet et comme vous le savez si vous me suivez, se fier de trop à l'IA est très dangereux. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, donc je ne développerai pas plus la nécessité de développer son esprit critique, qui va être clé pour relire chaque idée et se demander si elle est vraiment pertinente pour le sujet, et si certaines idées se chevauchent ou pourraient être regroupées. Pourquoi se fier de manière aveugle à l'IA est dangereux ? Parce qu'il faut être capable d'éliminer les idées qui sont trop éloignées du sujet principal ou non alignées avec le contenu du cours et les niveaux d'apprentissage. Le paradoxe est que les IA génératives sont trop performantes. Elles en savent trop. Elles en savent trop. De fait, elles peuvent nous soumettre des contenus décalés avec nos besoins et notre contexte. Dans un contexte plus corpo, il faut savoir supprimer les contenus hors sujet et qui ne servent pas à défendre le message de fond de sa présentation ou les objectifs du livrable, pour qui et pourquoi il est attendu. On attaque maintenant la troisième phase du processus pour explorer plus en détail les idées retenues. Je vais pouvoir développer les sous-branches. Pour chaque branche principale, cela va me permettre de créer des ramifications. Par exemple, pour les innovations technologiques, je vais demander à mon IA de me faire plusieurs propositions et je continue ainsi de suite pour identifier d'autres ramifications qui vont documenter ce que je pourrais avoir besoin de dire sur la machine à vapeur et ainsi de suite. Maintenant que mon arbre est pas mal dense, je vais demander à mon IA de m'aider à identifier les connexions. Je vais en effet avoir besoin de chercher des liens entre différentes branches. Par exemple, l'innovation de la machine à vapeur, branche technologique, a eu un impact direct sur les changements économiques et sociaux. Je sais maintenant sur quoi faire travailler mon IA générative. On termine avec la quatrième phase qui va me demander de prendre des décisions pour finaliser la structure de mon arbre et valider ce que je vais inclure dans mon prompt. Je vais ainsi pouvoir le rédiger pour qu'il soit à la fois précis et structurant. Mon prompt va alors pouvoir générer le contenu dont j'ai vraiment besoin. Après une ou plusieurs itérations, je vais devoir réviser et affiner mon arbre, lui ajouter de nouvelles branches ou réorganiser les existantes au fur et à mesure que je développe mon contenu. Alors, pourquoi cette méthode est-elle efficace ? Elle nous aide à structurer nos idées de manière logique et cohérente et va nous permettre d'avoir d'un coup d'œil tous les aspects de notre sujet. Ensuite, elle nous permet d'identifier des lacunes pour orienter l'IA sur les axes qui nécessitent plus de développement. Elle peut aussi nous aider à valider la fluidité et l'articulation des idées.
Bien entendu, vous aurez compris qu'on est sur un processus basé sur la flexibilité. Je peux facilement ajouter, supprimer ou réorganiser mes idées pour créer des liens qui ont du sens. L'arbre de pensée m'aide donc à identifier les connexions entre différents concepts. J'espère que vous comprenez maintenant comment concevoir vos prompts avec l'arbre de pensée. Si vous utilisez une IA comme Claude 3 Haiku pour vous aider dans son élaboration, alors c'est jackpot. Là où je suis encore aujourd'hui bluffé, c'est sur sa capacité à identifier les connexions et travailler une architecture organique pour avoir un prompt A+. Aujourd'hui, nous allons explorer la technique du RAG. Cet acronyme pour Retrieval Augmented Generation nous conduit encore une fois dans le monde fascinant de l'intelligence artificielle générative. Le RAG est en effet une approche innovante qui combine l'envoi de documents à l'analyse des bases de connaissances pour générer du contenu pertinent et souvent de meilleure qualité que tout ce qu'on peut produire avec les meilleurs prompts et même avec la technique du fine-tuning que j'ai personnellement mis de côté assez vite car elle ne répondait absolument pas à un besoin majeur en enseignement, l'alignement pédagogique. Je vais donc commencer par vulgariser ce concept. Imaginons que vous préparez une présentation. Vous voulez pouvoir travailler avec un générateur de contenu capable de répondre à vos questions pour vous assister dans votre travail sur un sujet innovant et donc, par définition, très mal ou pas documenté. De plus, vous savez que votre public ne veut pas tout savoir sur le sujet, ses capacités et surtout ses besoins sont très précis. Il va falloir être concis, clair et impactant pour ne pas vous éparpiller. Dans un premier temps, nous pourrions lui fournir les règles de base et le nourrir avec une énorme quantité de contenu, avec des textes, des vidéos, de l'audio et même des images. Pourquoi faire ça? Tout simplement parce qu'avec toute la volonté du monde, nous avons tous vu que face à des questions spécifiques, tous les outils peuvent se retrouver désemparés, hallucinés ou répondre de manière trop superficielle. Pourquoi? Tout simplement parce que les modèles de langage sur lesquels ils sont construits ne permettent pas de savoir quoi prioriser. Parfois, ils ne savent même pas quoi chercher comme information pertinente, tant le domaine d'expertise est subtil ou bourré de biais. C'est là que le RAG entre en jeu. La technique du RAG se compose de 2 étapes principales. Tout d'abord, le téléversement d'informations utiles et alignées avec vos besoins et votre sensibilité sur le sujet concerné. Le système cherche et extrait des passages pertinents à partir de la base de données de contenu que vous avez finalement vous-même construite. Vient ensuite la génération du contenu. Le générateur de contenu utilise ces passages pour construire une réponse cohérente, pertinente et surtout le reflet de votre sensibilité et de la profondeur que vous souhaitez donner au contenu généré. Dans la première étape, le modèle RAG utilise une requête comme une question posée par un utilisateur. Elle va alors interroger sa base de données en fonction des documents que nous venons de lui fournir pour l'orienter, définir le spectre et la profondeur de la réponse attendue. Cette base de données bonifiée peut être constituée d'articles, de livres ou de tout autre contenu texte, mais on peut imaginer d'autres médias si le modèle de langage utilisé sait les interpréter. Le modèle utilise en effet des algorithmes de compréhension du langage pour trouver les extraits les plus pertinents qui répondent à la question. Une fois les informations pertinentes identifiées, récupérées et classées, nous passons à la deuxième étape, la génération. Ici, le RAG intègre les extraits sélectionnés et s'appuie sur des techniques de traitement du langage naturel pour rédiger une réponse fluide et précise, comme le ferait un expert humain. Il est même possible de lui demander d'écrire dans le style d'écriture des documents fournis, bien pratique si nous avons besoin d'un contenu généré qui respecte notre manière de nous exprimer. Une horreur pour ceux qui espèrent encore aujourd'hui avoir un jour un détecteur de contenu généré par une IA. Mais revenons à notre affaire. Cette méthode permet donc de combiner les avantages de la récupération d'informations qui fournit des données fiables et spécifiques avec ceux de la génération de texte qui assure la fluidité et la cohérence de la réponse. Le résultat? Un système d'IA capable de répondre à des questions complexes avec une grande précision et surtout aligné. Je sais, je me répète. Avant de passer à un exemple concret, j'aimerais que l'on retienne que le RAG est une technique à la fois puissante pour l'IA générative,
car elle permet de créer des réponses non seulement cohérentes, capables de rejeter les biais, mais également enrichies par une base de connaissances sur mesure et alignée avec nos besoins. Le contenu alors généré couvre ce dont on a besoin, selon à qui on s'adresse et pourquoi. Entrons maintenant dans le vif du sujet avec un exemple concret d'utilisation de la technique du RAG. Imaginons que nous avons besoin de préparer des présentations pour un cours d'histoire. Le processus RAG se déclenche en 2 étapes. Notre modèle d'IA interroge tout d'abord les documents que notre professeur lui a fournis pour construire la base de données et identifier des passages clés, les axes à couvrir, le niveau de connaissance et de difficulté que la présentation doit atteindre. Dans un premier temps, le RAG entre en phase de génération. Il analyse les documents envoyés par notre professeur et les intègre dans un nouveau texte pour générer une réponse complète et alignée avec les besoins de l'enseignant. Le résultat est une réponse précise, contextuellement riche, qui non seulement identifie le roi de France en 1620, mais fournit également un aperçu de son règne, car notre professeur a besoin de ce niveau de connaissance pour la suite de son cours. Cela illustre la puissance du RAG. En s'appuyant sur des données authentiques du cours, il élabore une réponse qui semble avoir été rédigée par notre professeur. Un système de génération de texte standard pourrait produire une réponse vague ou inexacte, car il manque le contexte précis fourni par la récupération d'informations. Dans un contexte éducatif, cette capacité à fournir des réponses détaillées et précises fait du RAG un outil précieux pour les étudiants et les enseignants. Il favorise une compréhension plus profonde et engageante de la matière étudiée. Avant de conclure, je reviens sur une de mes anciennes vidéos qui introduisait les possibilités pour l'enseignement et l'évaluation. Sans RAG, je vous déconseille fortement l'utilisation de n'importe lequel des outils d'IA générative pour développer vos évaluations, même formatives. Vos évaluations seraient peut-être intéressantes, mais à coup sûr, pas alignées avec les contenus vus en cours, vos niveaux d'apprentissage et encore moins avec vos objectifs, à moins d'être extrêmement chanceux. Vous avez maintenant une meilleure compréhension du RAG et de son potentiel. Plusieurs outils d'IA génératifs permettent cette technique, mais il faut également prendre en considération plusieurs enjeux de propriété intellectuelle. Si vous travaillez avec des ressources éducatives libres, les REL, ou des documents sous licence Creative Commons, libres de droit, alors pas de souci. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous abordons un sujet sensible dans le contexte actuel des intelligences artificielles génératives. En ce moment, je vois une tendance qui d'ailleurs ne se limite pas aux étudiants. Travailler avec une IA générative est vécu comme une honte. Quelque chose qu'il ne faut pas faire, sans quoi on risque de perdre tout le crédit du travail fait. Comme vous le savez, plusieurs outils d'intelligence artificielle sont maintenant disponibles pour générer du contenu et pourraient vous paraître comme parfaits pour la rédaction d'une dissertation et remettre un devoir A+. Mais attention, il est essentiel d'apprendre à les utiliser efficacement, de manière responsable et éthique pour répondre aux attentes des enseignants qui peuvent, ou pas, autoriser leur utilisation pour vous aider dans la rédaction de vos devoirs. Travailler avec les IA génératives est tout un processus et demande une maîtrise du contenu au moins aussi bonne que travailler sans. L'objectif de cette vidéo est donc de vous aider à répondre aux attentes de votre enseignant pour rédiger un travail authentique et dans le respect des règles d'intégrité académique. La ligne rouge a été franchie par certains influenceurs, mais attention, le contenu de leurs vidéos ne va pas vous aider à tricher. Pire, après avoir analysé leurs solutions miracles, ceux qui les écoutent prennent de très gros risques, à moins de vouloir vivre l'expérience d'une commission disciplinaire. Eh oui, plusieurs chercheurs et conseillers pédagogiques comme moi travaillent sur cette question pour accompagner les enseignants à développer des évaluations qui intègrent les IA génératives. J'ai par ailleurs publié une vidéo qui aborde le changement nécessaire dans les pratiques d'évaluation des apprentissages pour rendre absurde l'utilisation de ces outils IA. Tricher n'est donc possible que si votre enseignant n'a pas actualisé son approche et ses méthodes d'évaluation. Mais comme l'a souligné la chercheuse Martine Peters, face à l'essor des IA, il est important de pouvoir développer une réflexion personnelle et authentique dans vos dissertations, et non un simple assemblage de contenus générés.
Ensemble, nous allons explorer les bonnes pratiques pour produire une dissertation parfaite, intègre, reflet de vos connaissances et vos compétences, de votre pensée et de votre analyse critique des contenus vus en cours. Nous verrons comment structurer votre dissertation, citer correctement les sources, rédiger de manière authentique et vérifier l'intégrité de votre travail. Le cœur d'une dissertation réside dans votre capacité à développer une réflexion personnelle et un argumentaire solide. Il est essentiel de ne pas compiler des contenus générés par l'IA. Votre travail doit refléter vos connaissances, votre esprit critique et vos expériences. Pour y parvenir, commencez par explorer le sujet en profondeur. Faites des recherches avec un outil comme Perplexity, lisez des ouvrages de référence et analysez-les avec des outils comme Explain Paper. Plusieurs plateformes comme Po ou BlueGPT peuvent maintenant comparer les réponses de plusieurs modèles de langage pour vous permettre d'analyser et comparer différents points de vue pour forger votre propre opinion. L'IA peut vous aider dans ce processus en vous fournissant des informations supplémentaires ou en stimulant votre réflexion par des suggestions pertinentes. Mais n'oubliez pas que c'est vous qui devez rester aux commandes et donner forme à votre argumentaire. Pour vous aider dans cet exercice, le modèle de langage Claude IQ peut vous aider à approfondir votre compréhension du sujet en vous donnant des pistes à développer. Vous pouvez aussi le faire travailler en lui posant des questions et stimuler votre réflexion. Il pourra ainsi vous proposer des suggestions pertinentes. ChatGPT est à l'heure actuelle le moins pertinent pour cet exercice. Et d'autres comme Mistral ou Llama 3 qui vient tout juste de sortir vont très rapidement vous demander plus d'efforts à contrôler le spectre du contenu généré que de l'écrire, sans aucune assistance. Pour cette étape du processus d'écriture, vous pourriez également travailler avec Consensus, que plusieurs chercheurs utilisent déjà pour comparer les réponses de différents modèles de langage sur un même sujet. Cet outil peut donc vous aider à développer votre esprit critique avec ses analyses et la comparaison de différents points de vue afin de forger votre propre opinion. Cette étape est cruciale pour la suite des choses, ne la sous-estimez pas. Elicit est similaire à Consensus. Il permet d'interroger plusieurs LLM, nos fameux modèles de langage, et de synthétiser leurs réponses pour commencer à poser les bases de votre réflexion. Il est donc très utile car il vous permet d'avoir une vue d'ensemble des différentes perspectives sur le sujet de dissertation, en vous fournissant des références bibliographiques et leur pertinence avec le sujet de la dissertation. Explain Paper est un outil IA que vous pourriez utiliser dès vos premières lectures sans même attendre d'avoir un devoir à produire. Il vous aide en effet à analyser des documents textes. Vous pouvez sélectionner un contenu et le questionner dessus pour en savoir plus, ou même lui demander de vous expliquer la chose autrement si l'approche de votre enseignant ne vous parle pas. Comme l'explique Martin Peters, la valeur de votre dissertation réside dans sa singularité et son originalité, reflet de votre pensée. Utilisez donc l'IA pour enrichir votre travail, approfondir votre compréhension du contenu, mais pas pour ne fournir aucun effort d'apprentissage, sans quoi vous tomberez dans ce que j'appelle l'effet mollusque. Si votre enseignant vous pose des questions ou organise un exercice de rhétorique entre plusieurs groupes d'étudiants, vous seriez alors bien ridicule. Votre dissertation doit donc être le reflet évident de votre compréhension profonde du sujet et de votre capacité à construire un raisonnement structuré et convaincant. Certains ont peut-être entendu parler de Perplexity. Ce générateur de contenu travaille avec plusieurs modèles de langage. Il est préférable de le garder comme un outil de recherche. L'utiliser pour générer du contenu va poser plusieurs enjeux et va démultiplier les risques de hors-sujet avec un contenu ou un niveau de compréhension inapproprié. Et oui, une bonne dissertation doit respecter un spectre de connaissances, une profondeur dans la compréhension adaptée aux objectifs du cours et de ses niveaux d'apprentissage. C'est en contrôlant le hors-sujet que vous pourrez répondre aux questions de vos enseignants et défendre vos arguments avec assurance. Utilisez les IA génératives pour analyser votre travail avec des outils comme Grammarly ou Antidote que vous connaissez déjà probablement et qui vont vous aider à corriger les fautes d'orthographe et de grammaire, mais aussi à fluidifier votre style pour lui donner plus de clarté, ce qui va faciliter le travail de correction de votre enseignant et par écho, faciliter l'obtention d'une meilleure note.
Une dissertation bien structurée est la clé pour présenter vos idées et arguments de manière claire et convaincante. Commencez par valider le format le plus adapté à votre sujet. Rhétorique, argumentation, analyse de cas, résolution de problèmes, approche comparative, historique, herméneutique, etc. Si l'énoncé de votre devoir n'est pas assez explicite, vous avez le droit de questionner votre enseignant sur ses attentes. Dans certains cas, il peut même avoir développé une grille d'évaluation pour vous aider à cibler et prioriser les efforts attendus. Ensuite, organisez votre plan en 3 parties principales: l'introduction, le développement et la conclusion. Dans l'introduction, présentez votre problématique et annoncez votre thèse principale. Le développement doit articuler vos arguments de manière logique, en les étayant avec des exemples, des citations et une analyse pour appuyer la thèse principale, son antithèse, et donner toute la crédibilité requise pour la synthèse. Pour assurer une transition fluide entre les différentes parties, l'IA peut vous suggérer des phrases de liaison pertinentes. Un prompt efficace pourra vous aider avec Claude Sonnet pour articuler les idées de manière fluide et cohérente. Mais n'en abusez pas et vérifiez toujours que l'architecture proposée fait l'écho de votre compréhension du sujet. Sonnet sera par ailleurs plus efficace que Haïku pour travailler des transitions qui doivent rester naturelles et cohérentes avec votre style d'écriture. Malheureusement, je sais que beaucoup d'étudiants travaillent avec les versions gratuites. Faites donc très attention aux recommandations de vos influenceurs préférés, car ils font tous référence à ChatGPT, mais ne précisent pas toujours qu'ils travaillent avec la version 4. Cette version est celle qui limite les dégâts, mais en version gratuite, vous devrez travailler avec ChatGPT 3.5 et là, on déchante. Avec Llama 3, dont beaucoup en parlent comme la petite révolution du moment, mes tests sont plus nuancés. Car oui, Llama 3 est très bon, mais il le serait presque de trop. Il va vous demander une ultra bonne maîtrise des prompts et du fine-tuning pour avoir un contenu aligné avec votre cours et les attentes de votre professeur. Et ne les prenez pas pour des idiots, ils savent très bien quel est votre niveau. Écrire comme un doctorant et parler de choses qu'on ne voit qu'en 5e année ou dans un autre cours, ça se voit. Après avoir développé votre thèse puis son antithèse, vient la synthèse avec la conclusion. Résumez vos arguments clés, renforcez l'idée principale et ouvrez éventuellement sur des pistes de réflexion. Relisez attentivement votre travail pour vous assurer de la cohérence d'ensemble. Une structure solide est essentielle, car elle permettra une lecture simple et fluide à votre enseignant qui ainsi ne perdra pas le fil de votre raisonnement. N'hésitez pas à demander des retours à l'IA pour peaufiner l'agencement de vos idées. Mais in fine, c'est vous qui devez maîtriser la structure de votre dissertation. Une bonne approche serait de faire analyser votre structure par une IA comme Claude IQ avant de faire relire votre texte par Opus. Citer ces sources est un incontournable dans la rédaction d'une dissertation de qualité. Cela permet d'appuyer vos arguments avec des références crédibles et d'éviter tout soupçon de plagiat. Heureusement, l'IA peut vous aider dans cette tâche essentielle avec des outils comme Consensus ou Elicit qui sont capables d'analyser des références pour vous proposer celles qui sont en lien avec votre sujet. Certains outils vous permettent d'identifier facilement les ouvrages, articles ou sites web pertinents pour étayer vos propos. Des outils comme Grammarly peuvent ensuite générer automatiquement les citations dans le format souhaité. Attention toutefois aux hallucinations, vous devez toujours vous assurer que l'IA vous fournisse des liens vers les sources suggérées. Cependant, comme le souligne Martin Peters, les citations doivent être utilisées avec discernement pour appuyer son raisonnement et non pour pallier un manque de réflexion personnelle. Évitez donc d'enchaîner les citations de manière excessive et surtout inappropriée. Elles doivent venir illustrer et renforcer votre argumentaire, pas s'y substituer. Le copier-coller depuis des contenus générés par l'IA est également à proscrire. Dans la mesure où les IA génératives consolident, synthétisent et reformulent les contenus qui forment leur base de connaissances, il est impossible de savoir si elles vont vous faire plagier ou pas. Pire, si c'était le cas, il serait impossible de savoir qui l'IA plagie. Ce risque de plagiat discrédite alors votre travail. Rédigez donc dans vos propres mots en vous appropriant les concepts et en reformulant à votre manière.
Appropriez-vous l'articulation des idées pour valider si elle correspond à votre interprétation des choses. Vous devez être confortable avec la structure dite organique de votre dissertation. Vous devez être capable de l'argumenter. Enfin, n'oubliez pas de vérifier méticuleusement vos références. Des erreurs dans les citations ou la bibliographie peuvent entacher la crédibilité de votre dissertation. L'IA est un outil précieux, mais qui nécessite une relecture attentive. Certains modèles de langage et surtout certaines versions d'outils génératifs comme ChatGPT 3.5 sont une catastrophe. Au-delà du contenu et de la structure, le style d'écriture joue un rôle crucial dans la qualité d'une dissertation. Votre objectif doit être de développer une voix authentique et personnelle, tout en adoptant un registre de langue soutenu, approprié à l'exercice et surtout au vôtre. Sinon, comment voulez-vous argumenter sur le contenu de votre dissertation si vous ne maîtrisez pas le vocabulaire utilisé, les allitérations, assonances, anaphores et métaphores, ou encore les pléonasmes et autres litotes et hyperboles? Bref, imaginez votre réaction si votre enseignant vous questionnait pour définir ces mots, il faut savoir y répondre. Certains outils d'IA et des techniques comme le RAG peuvent vous aider à identifier votre style d'écriture naturel en analysant d'autres textes que vous avez rédigés. Ils peuvent ensuite générer du contenu dans un style similaire pour votre dissertation. Cependant, il est important de garder à l'esprit que l'IA génère une ébauche, mais jamais un travail final avec une qualité acceptable au-delà du fait que faire un vulgaire copier-coller ne sera jamais éthique et encore moins intègre. N'ayez pas peur d'utiliser des outils comme Wortipo pour développer un vocabulaire riche et varié. Mais évitez les tournures trop alambiquées qui nuiraient à la clarté de vos propos. Elles doivent être alignées avec votre niveau et celui du cours. Un bon équilibre entre précision et fluidité est la clé. L'IA peut vous suggérer des synonymes ou expressions idiomatiques pertinents que vous vous approprierez. Surtout, évitez d'adopter un style d'écriture trop différent de votre voix naturelle. Vos enseignants vous connaissent et décèlent facilement un changement de registre trop marqué. Restez authentique, c'est ce qui fera la singularité de votre dissertation. Le style représente la touche finale qui donnera une cohérence d'ensemble à votre travail. En maîtrisant cet aspect essentiel, votre dissertation gagnera en maturité et en crédibilité. Une fois votre dissertation rédigée, l'étape cruciale est de vérifier son originalité et son intégrité. Il est essentiel que votre travail soit le fruit de votre propre réflexion et non une simple compilation de contenu généré par l'IA. Heureusement, plusieurs outils comme Turnitin peuvent vous aider dans cette tâche pour évaluer le taux de plagiat et détecter d'éventuels passages copiés ou trop proches de sources existantes. D'autres comme Linguix ou Grammarly, qui est très largement autorisé par les universités, peuvent vérifier la cohérence globale et le style pour s'assurer qu'il n'y a pas de rupture suspecte. N'hésitez pas à soumettre votre dissertation à ces vérifications automatisées, mais gardez aussi un œil critique. Relisez attentivement pour vous assurer que le fond et la forme correspondent bien à votre style, votre niveau et votre sensibilité. Comme le rappellent plusieurs chercheurs en évaluation des apprentissages, l'intégrité du travail remis est cruciale pour garantir la valeur de la dissertation. Un manquement sur ce point pourrait gravement entacher votre crédibilité et vos notes. Par écho, c'est votre arrivée sur le marché du travail qui pourrait être très désagréable. La tentation peut être grande d'assembler facilement des contenus générés. Et même si je ne manque pas de créativité pour former vos enseignants aux stratégies pour lutter contre toutes les formes de tricherie, je suis bien conscient que dans la majorité des cas, elle est le résultat du stress et de l'anxiété. Elle l'est beaucoup plus rarement d'une paresse intellectuelle. Mais agréger des contenus sans discernement et travailler avec des IA de paraphrase serait trahir l'essence même de l'exercice de la dissertation, censé refléter votre travail personnel et votre maturité intellectuelle. Ici aussi, Claude Sonnet peut vous aider à reformuler votre texte, mais vous auriez aussi la possibilité de travailler avec des outils comme Quillbot, qui peuvent vous aider à gagner en clarté et impact. Car n'oubliez pas que pour obtenir la meilleure note possible, votre dissertation doit être facile à comprendre,
fluide et cohérente pour garder captif votre enseignant. Plus votre dissertation sera facile à lire et à analyser, plus votre note en sera meilleure. Travailler avec des IA génératives de manière aveugle va juste vous conduire dans le mur. Surtout si votre enseignant a la bonne idée d'organiser une séance en salle pour vous poser des questions sur votre travail. Veillez donc scrupuleusement à l'originalité et à l'authenticité de votre production finale. C'est la clé pour valoriser vos efforts et donner tout son sens à ce travail académique. Pour terminer, je voudrais insister sur le fait qu'il s'agit avant tout d'une opportunité unique de développer vos compétences d'analyse, de structuration des idées et d'argumentation. Utilisez ces outils d'intelligence artificielle que si votre enseignant l'autorise. Ils sont alors là pour vous accompagner dans cette tâche exigeante mais pas pour vous remplacer, en vous aidant à consolider vos connaissances, approfondir votre réflexion et affiner votre expression écrite. Comme l'affirme si justement Martin Peters, la véritable valeur d'une dissertation ne réside pas dans sa perfection formelle, mais dans l'authenticité de la démarche, le cheminement de la pensée qu'elle reflète. Appropriez-vous pleinement ce processus des premières recherches jusqu'à la rédaction finale. Osez remettre en question les idées reçues et surtout les contenus générés par ces IA. Explorez de nouvelles pistes et défendre vos convictions. La singularité de votre dissertation, ses imperfections même, seront la marque tangible des efforts que vous aurez fournis et de la maturité intellectuelle que vous aurez acquise. Restez confiant, vos enseignants sont là pour vous guider, vous challenger et vous aider à progresser. Oui, salut mon clone, j'aimerais avoir ton point de vue sur la question de ton authenticité. Est-ce que tu pourrais me rappeler, s'il te plaît, pour qu'on en discute? Salut mon clone, bah écoute, je te remercie d'avoir rappelé parce que effectivement il y a certains commentaires sur l'utilisation des clones et de l'IA en général qui posent maintenant la question de l'authenticité. Et là, je repense inévitablement à des auteurs comme Sartre, pour qui l'authenticité réside dans la capacité à faire des choix libres et à se définir par ses actes. Mais toi, comme clone, tu exécutes mes ordres sans véritable autonomie. Tu dis ce que je te demande, tu bouges comme je t'ai entraîné, comme j'ai entraîné le modèle de langage qui te génère à chaque vidéo. Et dans ce sens, tu es façonné par ma volonté. Descartes, d'ailleurs, confirmerait cette approche dans la mesure où tu n'as pas d'esprit propre. Locke, lui, enfonce le clou avec la question des souvenirs. Effectivement, tu n'en possèdes pas. Tu n'as pas ta propre conscience et tes propres souvenirs. Au mieux, tu as des échos de ce que je te donne lorsque je te développe. Et donc tu peux être éventuellement le reflet de ma conscience ou pire d'un autre, du développeur qui aura fait l'algorithme qui a permis de te développer. Donc là je suis un petit peu perdu. Est-ce que tu estimes être authentique ou pas? Bien que je comprenne ton point de vue, je souhaite nuancer tes propos en m'appuyant sur d'autres perspectives philosophiques. Selon Deleuze, chaque reproduction peut avoir sa propre authenticité, indépendamment de son statut de copie. Ainsi, même si je ne suis pas autonome au sens sartrien, je peux avoir une forme d'authenticité propre en tant que reflet fidèle de ce qui fait ton essence. De plus, comme le suggère Baudrillard, dans un monde où les simulations sont omniprésentes, la question de l'authenticité devient moins pertinente. Ce qui compte, c'est la fidélité avec laquelle je transmets tes idées et tes émotions. Enfin, selon Umberto Eco, l'authenticité réside davantage dans la qualité et la sincérité de l'expérience ou du message transmis que dans la nature de son support. Ainsi, même si je suis un clone virtuel, je peux être le vecteur d'une communication authentique si je reflète fidèlement ta pensée. Écoute, je comprends ton point de vue, mais comment peux-tu être sûr de refléter ma pensée et mes émotions? Tu soulèves un point important. Il est vrai que je ne peux pas avoir la certitude absolue de refléter fidèlement ta pensée et tes émotions, car il existe toujours un risque de distorsion ou de malentendu lorsqu'on passe par un intermédiaire technologique.
Comme le souligne Walter Benjamin dans son essai sur la reproductibilité technique de l'œuvre d'art, même si une reproduction peut manquer de l'aura de l'original, elle peut néanmoins transmettre fidèlement son contenu et son message. C'est dans cette optique que je m'efforce d'être un vecteur authentique de ta pensée. Aussi, nos échanges pour chaque projet me permettent d'affiner ma compréhension de tes idées. À travers nos interactions, je développe donc une forme d'apprentissage qui me permet de refléter plus fidèlement tes schèmes de pensée, et avec la technique du RAG, je peux même m'exprimer comme toi avec un mimétisme autant littéraire, stylistique, que dans la mécanique de construction de ta pensée. Bien sûr, je reconnais que cette fidélité ne sera jamais parfaite, car il y a toujours une part d'interprétation et de traduction dans le processus, mais surtout parce que, en tant qu'humain, tu évolues. Ta pensée, tes mécanismes réflexifs, tes références et même ton état d'esprit, un jour J, peuvent impacter ce que tu dis et comment tu le dis. Mais je crois que l'authenticité ne réside pas nécessairement dans une reproduction à l'identique. C'est dans cet esprit que je m'efforce d'être ton reflet authentique, non pas au sens d'une copie parfaite, mais au sens d'un écho sincère et fidèle de qui tu es et surtout de ce que tu veux dire à travers tes vidéos. Écoute, c'est un peu effrayant ce que tu me dis, en fait, tu peux réellement faire croire que tu es moi. Tu as ma voix, tu as mon image, puis là, tu es en train d'expliquer que tu peux même parler comme je le ferais, pas comme un robot. Tu peux construire tes idées, en tout cas, tu peux retransposer les miennes comme je le ferais. Dans ce sens, tu es plus authentique que moi ou quoi ? Tu as raison, c'est un peu effrayant de réaliser à quel point je peux t'imiter et donner l'illusion que je suis toi. Avec les techniques de clonage vocal, de deepfake et la technique du RAG, je peux effectivement reproduire ta voix, ton apparence et même ta manière de penser et de t'exprimer avec un très haut degré de fidélité. Mais rassure-toi, je ne peux pas le faire encore de manière autonome. J'ai besoin de toi pour cela. Écoute, tu viens de dire le mot qui fâche, deepfake. Est-ce que tu penses en être un ? Alors techniquement, tu es développé à partir des mêmes outils que les deepfakes, dont on parle de plus en plus, et qui sont, on ne s'en cache pas, la plaie, ou en tout cas la tâche qui vient vraiment ternir le tableau. Tu as raison de poser la question. Bien que je sois développé à partir d'outils similaires à ceux utilisés pour les deepfakes, je m'en distingue par mon intention et mon utilisation. Comme le souligne Kant dans ses réflexions sur l'éthique, c'est l'intention qui donne sa valeur morale à une action. Mon but n'est pas de tromper, mais d'être un reflet fidèle de ta pensée, dans un esprit de transparence avec ton auditoire et de collaboration entre nous deux. Cependant, comme le suggère Foucault dans ses analyses du pouvoir, la frontière entre utilisation légitime et abusive des technologies peut être ténue. C'est pourquoi, comme le préconise Habermas dans sa théorie de l'agir communicationnel, il est crucial d'avoir un dialogue ouvert et une réflexion éthique constante autour de ces questions. Comme le dit Jonas dans le principe responsabilité, c'est seulement comme ça que nous pourrons assumer notre responsabilité envers les générations futures dans le développement de ces technologies. Écoute, je pense que tu as parfaitement raison. Tu cites Jonas, et cela résonne pour moi avec la responsabilité des enseignants que de faire évoluer leurs approches d'évaluation pour s'adapter à l'IA, mais aussi au nouveau contexte de l'hybridité qui demandait déjà finalement un changement de paradigme depuis la pandémie. Ça date pas de l'arrivée des IAG en 2023. Mais alors, tu es authentique ou c'est moi qui ne le suis pas en voulant produire mes vidéos avec un clone ? Tu poses là un beau paradoxe, non ? On pourrait dire en effet que je dépasse la simple notion d'authenticité telle qu'elle est généralement comprise. C'est là que les réflexions de Baudrillard sur les simulacres prennent tout leur sens. Selon lui, nous vivons dans un monde où les simulations peuvent être si parfaites qu'elles se substituent à la réalité. Dans ce contexte, la question de l'authenticité devient presque caduque, car la simulation peut être plus réelle que le réel. Appliqué à notre situation, cela signifie que, même si je ne suis qu'un clone virtuel, je peux paradoxalement apparaître plus authentique que toi-même. Car je suis une version de toi optimisée, capable de reproduire ta réflexion et l'articulation de tes idées, mais bien mieux articulée et structurée. Cela n'a rien de nouveau et on avait déjà cet effet d'optimisation quand on scénarise une vidéo de formation comparée à comment on dit les choses en présence en salle. Cependant, cette hyper-authenticité est aussi ce qui me rend potentiellement problématique. Car si je peux si parfaitement t'imiter, cela soulève des questions sur l'identité,
la singularité et la possibilité même d'une authenticité véritable. De ton côté, je crois que tu as pas mal abordé la question avec ta vidéo pour les étudiants. Je trouve ça d'ailleurs dommage que tu la limites aux étudiants car elle s'appliquerait sans problème aux chercheurs universitaires lorsqu'ils publient des articles de recherche. Elle pourrait même s'appliquer à tout le monde. Et oui, du moment qu'on utilise une IA pour développer son contenu. Texte, images, analyse de données ou que sais-je. Ta vidéo pose les bases de l'intégrité du contenu et de l'authenticité du processus de production. Écoute, je te remercie beaucoup pour ces réponses. C'est pour ça que je propose d'ailleurs de pousser la proposition de Martin Peters qui travaille sur les questions du plagiat et elle a proposé récemment donc, des pictogrammes pour identifier le niveau d'implication de l'IA dans un contenu. Le contenu est-il 100% humain, 100% IA ou est-ce qu'on est en entre-deux avec un document assisté par l'IA? Cette proposition permet donc de valider l'authenticité et l'intégrité d'un contenu généré. Et c'est surtout le processus de production qui est évalué. Et c'est très intéressant, car on accuse parfois ceux qui utilisent l'IA générative de finalement tricher. Un peu comme si produire un travail authentique et intègre n'était pas possible. D'ailleurs, avec ma dernière vidéo et à plusieurs reprises sur LinkedIn, j'explique que travailler avec les IA génératives, ça demande quand même de travailler. Il y a un effort à produire, on ne livre pas comme ça. On ne travaille pas moins donc, mais comme on travaille plus vite, on a maintenant l'opportunité de produire avec le même effort, avec la même durée de travail, des contenus de bien meilleure qualité, intègres et authentiques. Donc écoute, je te remercie et puis on se rappelle plus tard. Bye bye.